Salutations et bienvenue à Entre trois films, épisode du 3 avril 2022. Je suis en compagnie de Foxman et de Yogi. Salut les gars. Salut! Au programme cette semaine, on a nos nouvelles, les sorties à surveiller, nos coups de cœur. Comment ça va? Très bien, toi? Super, on est en forme? Oui. Oh oui. On va commencer cette semaine en demandant à Simon qu'est-ce que tu as fait de ta semaine au niveau cinématographique, peut-être? Je suis allé voir un film de merde. Un film que tu n'as pas aimé, que tu vas parler plus tard? Je vais parler plus tard. J'ai écouté un concert enregistré durant la pandémie à Berlin, fait par le maestro John Williams. Oui. Un show live qui est juste débile. Ça valait la peine? C'est une rockstar. Oui, effectivement, ce gars-là, c'est quasiment... Non, mais c'est quasiment un show de rock. Mais c'est drôle parce que, tu sais, au début de la soirée, le public est comme un petit peu pincé, tu sais, vu que c'est comme des abonnés du Philharmonique de Berlin qui sont là. Puis plus que la soirée avance, plus « Yes! Yes! » Puis ça applaudit. C'est vrai aussi que l'ambiance change. L'ambiance change, puis avec l'ordre des pièces jouées, tu vois vraiment dans ces gros canons à la fin dans Star Wars, puis tout ça. Là. Ah, ben là... C'est sûr que les fanboys. Mais c'est pas les meilleurs arrangements Star Wars du show, c'est ça qui est bizarre. Non, mais il reste quand même que l'interprétation est tout à fait magistrale. C'est toujours là, mais juste la première pièce, là, il commence par l'hymne olympique. OK. Ça fait, tu sais, ça fait glorieux. Là. Oui. Moi, j'ai trouvé ça juste le fun. Parce que là, avant qu'il prenne sa vraie retraite, puisqu'il fait au moins 7 à 8 shows par année. Là, pendant sa retraite, quasiment. Il faut que je le voie live. Ouais. C'est mon nouveau bucket list de show d'aller voir John Williams live un jour. Message à la direction du FEQ. Ça me surprend. Ça serait... Non, mais imagine un show en plein air, c'est Plaines d'Abraham avec John Williams puis l'Orchestre symphonique de Québec. Là. Ça serait pas la première fois que l'Orchestre symphonique de Québec serait sur les plaines pour le festival d'été. Je pense qu'ils n'ont pas assez le bras long, le OSQ, pour John Williams. Je pense que ça serait le OSM qui... Non, je pense que c'est le FEQ qui serait capable. De le faire venir. Parce que les autres, ils ont une réputation quand même. Puis les Plaines d'Abraham... Juste l'emplacement. Il fait beaucoup de show dehors, hein? Oui, d'après moi, ça serait vraiment OK, si jamais vous nous écoutez, FEQ, là, c'est une petite demande personnelle. Ouais, le 8 avril, on va voir John Williams en tête d'affiche. On passe à moi? Ouais, vas-y. Dans mon cas, j'ai écouté les 2 avant-derniers épisodes de Bel-Air, parce que j'ai pas écouté encore le dernier. Juste le 5e, tu trouves ça plus dur, toi? Moi, j'ai vraiment du plaisir à regarder. Non, mais j'ai trouvé ça mieux. Oui. Plus que ça va, mieux que c'est. Ben, puis on finit par s'habituer au fait que Uncle Phil, il est pas gros. On finit par s'habituer. Ouais, mais c'est pas qu'il est pas gros le problème, moi. C'est qu'on dit qu'il n'y a pas la présence. Il l'a, mais elle n'est pas aussi intense que l'original. Tu sais, quand il levait le ton dans l'original, le monde devenait comme au garde-à-vous militaire. Mais... Il manque, sérieusement, l'acteur est super bon, c'est un très bon acteur. Il manque de présence. Mais il manque de présence, il manque de swag. Oui, le swag que l'autre avait. Même s'il était gros, il avait un swag. Il y avait quelque chose de très particulier. J'ai hâte de voir le dernier épisode, ça va être très intéressant. Chapeau. Il ressemble comme des gouttes d'eau à l'époque. C'est incroyable. J'ai regardé Moon Knight. Yes. Puis, je suis obligé de dire que ça n'a pas été pour moi le plaisir que je m'attendais. Explique-nous donc ça. Ben, j'ai trouvé que c'était du déjà vu. J'ai dit tantôt que ça ressemblait pour moi à un film de loup-garou, où ce que la personne se couche le soir et le lendemain se réveille en ayant commis plein de trucs, mais qui s'en souvient pas. Ouais, mais est-ce que tu sais que... Mélangé avec du égyptologie, puis de la mythologie égyptienne. Moi, personnellement, ça ne l'a pas fait pour moi. Ah, mais tu sais-tu que Moon Knight est apparu dans Werewolf by Night la première fois? Probablement, oui. C'est un personnage qui a rapport avec toutes les phases de la Lune ont rapport avec ses identités. Mm-hmm. Parce que quand c'est une demi-lune, c'est une identité. Quand c'est... Fait que t'es proche. Je suis peut-être pas loin, mais malheureusement, la série, comme premier épisode, si t'es pas un initié, ben c'est que dalle. Oh ouais, ça t'a laissé sur ta faim. Ben complètement. Si tu veux m'introduire un personnage, introduis-moi-le de façon à me le rendre intéressant et non pas à me rendre un espèce de mystère que je ne peux pas répondre si j'ai pas lu les dessins. Ouais, même à ça, tu peux pas y répondre quand t'as pas lu parce que c'est pas fidèle.
Ben, Je vais vous dire pourquoi que c'est pas fidèle. Parce que chaque volume, parce qu'il y a eu plusieurs volumes chez Marvel, de Moon Knight, chaque volume est diamétralement opposé à l'autre. Puis c'est comme, moi j'ai créé Moon Knight, maintenant, je te donne un exemple. Je quitte le titre, toi t'embarques, tu fais ton Moon Knight. Mhm. Marc-André fait son Moon Knight par après. Tu peux pas dire qu'il y a une époque de Moon Knight qui est relatif à l'autre du tout. C'est carrément. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait leur propre Moon. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec Moon Knight? Parce que justement, il n'y a pas de version officielle. Ils ont fait leur Moon Knight à eux autres. Puis je trouve ça bien. Parce qu'ils ont mélangé certaines. Quand tu connais un peu toutes les sortes de Moon Knight, ça, ils ont pris ça de tel, ça, ils ont pris ça de tel. Ils ont mis ça qui est nouveau. Moi, c'est ça que j'ai aimé parce que justement, ils jouent avec le deck, le paquet de cartes. Puis ils ont mélangé le paquet de cartes. Fait que ça laisse le monde qui ont lu Moon Knight sur leur talent. Puis moi, j'ai apprécié la réalisation de la série. La dernière scène. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant l'interprétation technique, puis les personnages, comment ils sont joués. Là. J'ai vraiment aimé ça, la façon que c'est amené. Puis là, on voit qu'Oscar Isaac, quand il est bien dirigé, c'est un bon acteur. Pas mauvais, Quand il n'y a pas de effectivement. JJ à devant de lui, c'est un bon acteur. Non, mais effectivement, au niveau technique, c'est parfait. Ouais. Puis on peut voir Isaac, aussi. Isaac qui est très bon. Puis on peut voir aussi où est-ce que Marvel va aller dans ses films un peu plus mystiques, un peu plus mystérieux. Ouais, avec c'est mystique. comme une marche qu'ils ont montée. Ils ne voulaient pas aller trop loin dans le premier épisode. Puis il y a plein d'autres choses qui vont amener à ce genre d'affaires-là avec le nouveau Thor qui va avoir beaucoup plus d'affaires mythologiques dedans que les derniers Thor. Même si l'autre film s'appelait Ragnarok, on s'entend que Ragnarok était juste un titre quasiment dans le film. Il manquait un petit peu de Ragnarok dans le film Ragnarok. Et toi, mon cher Marc-André, qu'est-ce que tu as fait de ta semaine? J'ai encore écouté plusieurs bandes annonces, pas de bandes annonces, mais de bandes sonores de films. J'en ai quelques. Des BOF. Des BOF. Des bofs? Des bofs. Des BOF. Bande originale de film. Et je me suis presque mis à jour dans Picard cette semaine. Oh, ça, c'est ça que j'ai pas fait, moi. T'as pas écouté Picard? Non, je suis en retard sur Picard. Non, il me reste juste l'épisode de cette semaine que j'ai pas eu le temps de regarder. C'est quand même sorti jeudi, puis vers la fin de la semaine. j'ai un peu Vous moins avez de temps. manqué juste, je vais vous le dire, là, juste à peu près 80 Easter eggs. C'est la seule affaire qu'il y a dans l'épisode. On dirait on a une scène, un Easter egg. Une scène, un Easter egg. Une scène, un Easter egg. Mais là, l'épisode est réalisé par Jonathan Frakes. Ça change rien. Ça change rien parce que les deux autres avant, c'était Léa Thompson. Puis elle joue dans l'épisode de cette semaine. Elle n'a pas joué dans les épisodes qu'elle a réalisés, mais elle joue dans l'épisode de cette semaine. C'est bon. Puis elle est méconnaissable. Ah, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. On va passer aux nouvelles maintenant. Ça a l'air qu'il y a de la discorde entre Paramount et Tom Cruise. Oui. Ça n'a pas de lien avec Top Gun qui s'en vient, mais ça a un lien avec la série Mission Impossible. OK. Qui sort l'année prochaine, Mission Impossible. Parce que là, Paramount ont fait un décret que chaque film qui sort en salle va être disponible sur Paramount Plus 45 jours après la sortie. Il y a une raison Qui pour est un ça. standard, c'est rendu le nouveau standard. Même Disney le font. C'est le nouveau standard. Toutes les compagnies font ça. Moi, je trouve que c'est correct. un bon délai. C'est un bon délai parce qu'il y a déjà été 90 jours, il y a déjà été 60, on est rendu à 45. C'est vraiment bien parce que même s'ils sortent en streaming, ils attendent quand même 2-3 semaines de plus pour le Blu-ray. Ce qui fait que c'est une exclusivité si tu payes ton abonnement d'avoir des films à l'avance de tout le monde en home vidéo. Je trouve ça quand même bien. Mais Tom Cruise, c'est une petite prise de vedettariat. C'est quelqu'un qui ne voit pas venir la nouvelle technologie à ce niveau-là. Parce que Tom Cruise, il faut le dire, c'est l'acteur le plus dédié à Hollywood. C'est pas le meilleur acteur. Non, dites-moi pas que je vais dire que c'est un très... Tant qu'à moi, c'est un acteur exécrable. Mais c'est l'acteur le plus dédié. Quand il fait quelque chose... Mais il le fait pas à moitié. Il le fait à 100%. Juste l'effort qu'il met dans les cascades. On n'a jamais vu ça, un acteur de même. Là. Il est Dans allé l'histoire chercher. du cinéma, à part Jackie Chan, peut-être, mais il est une coche en haut de Jackie Chan au niveau... Buster Keaton. Oui, mais une coche en haut encore. Tom Cruise, c'est la mecque, ce gars-là.
C'est disponible sur Internet pour le prochain Mission Impossible. Il y a un behind the scenes, le jump qui fait en moto. Là, j'ai jamais vu ça. On dirait Evil Knievel. Tu sais, Il est allé chercher aussi ses cartes pour piloter des avions. Là. ouais, parce qu'il pilote dans Top Gun. C'est lui qui pilote. Tu sais, c'est un gars, tu sais, je veux dire, il est dédié à ce qu'il fait à 100%. Mais là, il n'a pas vu venir la technologie. Il dit que 45 jours, c'est pas assez. Puis que le monde va attendre que ça soit sur Paramount Plus pour écouter ses films. Mais le hic, c'est que ces films sont tournés en IMAX. Puis tout le monde le sait, ça. Puis ils vont faire de l'argent les 3 premières semaines en IMAX. Ah, puis peut-être même après, parce oui. qu'un film IMAX, t'as bien beau le regarder en streaming, tu vas trouver ça pas mal moins intéressant que si tu vas le voir. Puis d'après moi, ils ne sortiront pas parce que ça fait 45 jours, ils ne seront pas des salles directes. Ils vont le mettre en streaming. On le voit présentement au Québec, il y a des films qui sont en streaming, qui sont encore en salle. Mm-hmm. Tu sais, c'est une vieille manière de penser. C'est dommage parce que Tom Cruise... 2 semaines de plus n'aurait peut-être pas été si pire. Ouais, mais on peut pas faire une exception pour un film. C'est juste... Non, je veux dire, c'est que le standard est rendu 45, mais si le standard avait arrêté à 50 ou à 60, ça n'aurait pas vraiment été un problème. C'est que le 90 jours commence à être exagéré par rapport à la vitesse que la technologie va aujourd'hui. Oui, parce qu'en 3 mois, on est capable de le retrouver sur le net facilement puis de le pirater. Là, mais ça devient un autre problème. J'ai pas dit que je le fais. de l'émission. Je le fais pas, moi. Sauf pour des affaires qui ne m'offrent pas au Canada. Ah ah! Il écoute des films russes. Non, mais c'est vrai surtout au Canada, on est un des pays qui a le plus de problèmes au niveau droit d'auteur et distribution de films. Ouais. Ça, je dois l'avouer qu'on a beaucoup de problèmes au Canada, mais on va revenir à nos moutons. Mais si on avait une autre compagnie de distribution puis une autre compagnie de bâtisse de cinéma, ça aiderait peut-être à avoir plus de fidélité envers la pellicule, même si c'est plus de la pellicule, mais envers les salles de cinéma qui peuvent en avoir présentement au Canada. Parce que c'est pas juste ça, c'est que les vieux... Il y a plein de films qui sortent, mettons, en digital, que sont soit... qui sortent, c'est-à-dire pas en digital, qui sortent, mettons, en physique, dans d'autres pays. Puis au Canada, par miracle, non. Il ne sort pas. Il sort pas. Ou les compagnies décident de faire des éditions vraiment cheap. Sans les special features. Ça arrive régulièrement au Canada comparé des autres pays. Tu regardes des pays comme l'Allemagne, qui est peut-être le plus grossiste à ce niveau-là au monde. Les éditions spéciales qui sortent à tous les semaines. Moi, si je serais allemand, je serais en faillite, personnellement. Presque toutes les semaines. Non, mais c'est ridicule, là, le nombre de titres. Je parle pas des titres allemands, je parle des titres américains ou des titres connus là, que tout le monde connaît. Là. Juste pour donner un exemple, au mois de septembre, ils ont été assez fous pour sortir un coffret 4K de la saga Emmanuel au complet en 4K avec des livres et peut-être des petites culottes à Sylvia Christel. Ça, c'est une blague. Là. Est-ce que c'est disponible juste en PAL? Parce que moi, ça m'intéresse. Non, mais c'est pour donner un exemple. Tu sais, nous autres, si on trouve une édition en DVD, c'est beau. Ouais. Eux autres, c'est Blu-ray 4K Ultra HD pour ce film-là. Juste le Dune qu'on a fait venir, moi et toi, l'année dernière, la version allemande du même disque, qui est sorti en même temps. C'était débile, les différences qu'il y avait. Là, il y avait beaucoup plus de stock. Puis je dis pas que le coffret qu'on a acheté était pas beau. Il est extraordinaire, mais la version allemande du même coffret qui a sorti la même journée. Là, vous me donnez le goût de partir une compagnie qui va s'appeler... un genre de Shout Factory. L'usine du cri. Parce que même Shout Factory, il y a plusieurs de leurs titres qu'on n'est pas capable de trouver ici. Oui, à cause que certains... Oui, parce que Shout Factory, eux autres, ils prennent des licences. Puis des fois, le film est licencié à une autre compagnie au Canada. Juste pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Shout Factory puis leur penchant plus britannique Arrow. Ben, c'est pas la même compagnie. Là. Non, c'est le penchant. C'est le penchant britannique de Shout Factory. Juste leur expliquer c'est quoi eux autres, qu'est-ce qu'ils font. Ben, pour le monde qui connaisse Criterion, ça, je pense que tout le monde connaît Criterion.
Ben, Criterion, je vais l'expliquer à commencer par Criterion. Ça va être plus simple comme ça, oui. On va vous expliquer c'est quoi un DVD. Ensuite, Criterion est une compagnie d'archives. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils approchent les studios, ils prennent les licences, ils restaurent les films, puis ils font une édition parfaite du film, finalement, pour le plus parfait possible. le plus parfait possible. Ils mettent des gros special features, mais c'est tout le temps des films d'auteur. Moi, des films plus À moins accessibles. part certains projets comme Godzilla, mais c'est très, 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 très rare qu'ils vont dans le genre. T'sais, ils ont fait les seuls films de genre qu'ils ont fait, c'est peut-être Scanner, justement, ou Godzilla. Mais le reste du temps, c'est des films d'auteur. Il faut le dire, c'est des films d'auteur ils font une job hyper géniale à ce niveau-là. Shout Factory et Arrow, Shout Factory est une compagnie américaine, Arrow est une compagnie britannique. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose, sauf avec des films de genre. Horreur, science-fiction, fantastique. Des films à très petit budget, des fois, qu'il n'y a même plus de droit d'auteur, mais ils les restaurent en 4K. Ils mettent des dizaines d'heures de special features sur le film. Ils vont rechercher les acteurs qui ont joué dans tel film pour faire des éditions. C'est du bonbon. Oui, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, mais malheureusement, au Canada, c'est très, très dur, des fois, s'en procurer. Des fois, il faut les commander. Généralement, c'est mieux d'aller sur Amazon et de les commander sur Amazon directement parce que dans les magasins, ils ont quelques titres par-ci par-là. Oui, des fois, tu tombes par surprise sur un titre. C'est cette semaine au Walmart. J'ai pris Slapshot dans mes mains, je le savais même pas. C'est un char de l'édition. J'ai dit, hey, tu sais, je niaisais, là. J'ai dit, hey, c'est un steelbook en plus. J'ai fait, hey, un steelbook de Slapshot. Cool. Lui, Marc-André me dit, il est-tu en français? Ça doit être toutes les éditions. Il y a l'édition française, sinon ça ne se vendrait pas. Je tourne. Shout Factory. Je dis non, il n'y a qu'en anglais. Juste en anglais. À cause c'est Shout Factory, parce que Shout Factory, vu que c'est un distributeur américain, ne mettent pas les traductions. Puis généralement, Criterion ou Arrow ou Shout Factory, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la version originale. Avec les sous-titres. Avec les sous-titres, mais si c'est un film allemand, il va être en allemand. Si c'est un film hongrois, il va être en hongrois. Ou si c'est en français, même Criterion, ils ont sorti La Belle et la Bête. Les 400 coups. Les 400 coups, tout ça. Jules et Jim. Quand tu achètes ces films-là, t'as pas la version anglaise. Non, t'as la version originale. T'as la version française. Mais Shout Factory et Arrow font pareil. Quand c'est un film, à part quand Shout distribue des films français, parce qu'ils distribuent des films français aussi, comme ils ont distribué La Belle et la Bête de Christophe Gans, mais là, ils l'ont distribué en anglais parce que c'était leur distributeur américain pour le film. Donc, c'est des affaires différentes. On va se chercher un financement, puis on fait la même affaire, mais pour le Québec. Exactement. L'usine à cri. Criterion. Donc, oui, on va venir faire Elvis Gratton là, en 4K Ultra HD. Là. Mais je pensais, sérieusement, je croyais que c'était la job de Elephant de faire ça. Et j'ai compris que... Oui, c'est leur job. Mais ils sont comme pas... Ils sont pas là, pantoute. Ils sont hors track. Ouais. Ils réussissent à en faire de très bons parce que j'ai vu quelques trucs que Elephant ont fait. Mais leur distribution fait pitié. Fait très pitié parce que c'est seulement sur le Club Illico que tu peux l'avoir. Ou sur Apple. Sur Apple. Pas de physique. Pas de physique. Des fois, quelques fois, c'est arrivé qu'ils ont fait du physique. Mais oui? C'est pas eux autres. C'est que les compagnies qui ont les droits de ces films-là le sortent, puis tant qu'à prendre une print, ils prennent la print d'éléphant. Ah oui, ça a été refait. Mais tu regardes, à chaque année, quand on achète le Journal de Québec, vu que c'est Québécois qui a Éléphant, on a le catalogue une fois par année, dans le Journal de Québec, il y a le catalogue Éléphant. Ah ouais? Ouais. Puis, je veux ça, quand tu rouvres le catalogue Éléphant, moi je l'achète juste cette journée-là, quasiment, le Journal de Québec, parce que j'adore avoir le catalogue, puis c'est un gros catalogue, comme le catalogue Sears, mais c'est des films. 90% des films qui sont Éléphants ne sont pas disponibles sur Illico, ni sur Apple. C'est qu'il y en a plusieurs de ces films-là qui n'ont pas fini la restauration. Ils sont tout le temps en financement pour le faire. Ils manquent d'argent. Oh, mais tu ne le mets pas dans le catalogue. Tu marques à venir à la fin. Ah oui. Ouais, ben à la limite, c'est ça. Tu marques une astérix à côté du titre pour montrer que celui-là, il n'est pas prêt encore. Là. Non, mais tu marques à venir. Tu sais, comme Pouvoir intime, ça fait 4 ans qu'il est dans le catalogue. J'ai jamais pu voir Pouvoir intime. Et je veux voir Pouvoir intime.
Bon, on va revenir à nos moutons. Ouais, on était avec Tom Cruise, Ouais, ses problèmes avec c'est pas grave, les problèmes ont été dit. En revenant sur Tom Cruise, il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie cette semaine de Oui, Top Gun avec la date confirmée pour le mois de mai. moi, je suis en train de penser, c'est parce que moi, depuis qu'on sait que ça s'en vient, je rêve de m'acheter un bomber. Je me dis, je vais m'acheter soit un gros manteau de cuir comme il y avait dans le vieux film, ou un bomber, puis je vais aller voir Top Gun Avec plein de patchs dessus. avec, là. ouais, comme un aviateur, comme dans le temps. Là. Quand Avec des belles lunettes miroirs. les miroirs, les lunettes de pilote. Et ça va prendre la moustache des années 80 pour aller La voir. moustache à gousse. Oui. D'ailleurs, dans la bande-annonce, on a su, c'est pas un spoiler, c'est juste drôle parce qu'ils le disent pour que le monde le sache, justement. On a su le call sign, l'indicatif du suffix à Goose, qui va être Rooster. Rooster. Je trouve ça super drôle. Ça l'est, effectivement. Vu qu'on est en train de parler de trailer, t'avais pas un petit trailer d'un petit film qui s'appelait Everything Everywhere? At All Once. At Si Marc-André pourrait nous dire le titre francophone. Oui, moi je vais vous le dire, c'est tout partout, tout à la fois. Tout partout, tout à la fois. C'est facile à retenir. Ouais, Ben, c'est... tout partout, tout à la fois. C'est comme les chemins de l'archiduchesse. C'est le meilleur trailer que j'ai vu depuis très longtemps. Toute catégorie. Tout à fait d'accord. Le film est diffusé présentement en salle, mais pas au Québec. Limité qu'appelle, en diffusion limitée. Il va être disponible le 8 avril partout dans toutes les salles. Les critiques disent que c'est le meilleur film de l'année Oh, déjà. jusqu'à présent. Jusqu'à présent. C'est un film de multiverse qui raconte l'histoire d'une Chinoise qui change de multivers pour sauver le monde. Mais c'est pas basé sur rien qu'on connaît. Tout est original. Et imaginez Michelle Yeoh Oui. qui fait une femme fragile dans le monde réel, puis elle se retrouve dans le multivers où elle fait du karaté. Puis le film met en vedette Michelle Yeoh, Jimmy Lee Curtis, puis Kui Won Kwan qu'on a pu voir dans le rôle de Short Round des années 80 je pense que c'était le gars qui faisait les gadgets d'Agoonies, le petit asiatique qui jouait avec Harrison Ford dans Temple of Doom. Ah oui! Mais il n'avait pas rejoué depuis les années 80, quasiment. Puis là, il revient à l'acting, puis il fait le mari à Michelle Yeoh. Oh! Ah. Ça fait bizarre un peu parce que moi, l'image que j'ai de cet Wow, acteur-là, c'est... on l'a vu. Dr. Jones! Dr. Jones! c'est un kid, là. Dr. Jones! On Toi dirait, que... tricher! Toi tricher! Pas tricher. On dirait que je marche sur des biscuits secs. Ouais. Non, mais c'est l'image qu'on a gardée de cet acteur-là. Puis je trouve ça intéressant, justement, que ça fait une petite pépite pour les fans de voir un acteur de même revenir parce qu'il y avait... Oui, c'est le fun de voir des acteurs quand ça fait longtemps qu'on les a pas vus, de faire une espèce de retour, surtout quand ils ont été talentueux, qui nous ont marqués et qui sont encore talentueux. Puis c'est presque un gap de 40 ans dans ce cas-là. Là. 40 ans. J'avais des questions à y poser, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans, cher ami? J'ai fait du théâtre. Ah, OK. Moi, appris à acter. J'ai fait du théâtre expérimental. C'est pas le tabou des femmes, Dr. Jones. Sur une note un peu moins joyeuse ou moins drôle, on a Bruce Willis qui a pris bien des gens par surprise en annonçant sa retraite. Oui. C'est On va parler un peu de Bruce Willis avant. avant de sa retraite? Oui. Qu'est-ce qui a amené à... Parce qu'il faut le fêter quand même, là. Oui. Faut dire, Bruce Willis, c'était pour ceux qui ne le connaissent pas. le premier acteur, le gars ordinaire, à jouer un action hero qu'on appelle aux États-Unis. C'était lui qui a montré à Monsieur Tout-le-Monde, vous êtes capable de tuer 200 terroristes. Vous n'avez pas besoin d'Arnold Schwarzenegger pour sauver l'humanité, je vais le faire. J'ai de l'air du voisin, je suis capable de kick sa masse. C'est ça. Mais sa carrière est beaucoup plus que ça. Là. Des films comme 12 Monkeys, Le sixième sens. Le sixième sens, il était versatile. Oui. Puis c'est un acteur que, quand il faisait une comédie, Ben, à la base. il avait un charme fou en comédie. Il a même fait des albums. Oui, il était musicien. Il était musicien, c'était un bluesman. Mm. J'ai un de ses albums chez nous qui est The Return of Bruno, qui c'est pas dans le temps avant Bruno, je te voyais venir. Mais c'est The Return of Bruno,
qui était un personnage fictif qui s'était inventé pour faire un album concept de blues. Moi, je l'ai vu en spectacle. Ah, ouais, c'est vrai, à Disney. J'avais vu Bruce Willis en spectacle avec son band, puis j'avais été très impressionné. Pour un acteur, je vais dire que le C'était un gars, bon bluesman. Hein? il avait du talent à revendre. Mais, malheureusement, Il a une maladie qui s'appelle l'aphasie. Si Marc-André pourrait nous expliquer un peu c'est quoi l'aphasie. L'aphasie, je vais commencer par la définition que j'ai trouvée cette semaine dans le dictionnaire. C'est une perte totale ou partielle de la capacité de parler ou de comprendre le langage parlé ou écrit due à une lésion cérébrale. Donc, c'est une maladie neurologique qui peut être causée par soit un ACV, un accident, Une commotion. une commotion. Ça peut être juste l'âge qui fait en sorte que ça commence, les synapses font plus leur travail dans le cerveau, ce qui fait en sorte que tu perds la capacité de parler, d'écrire et de comprendre vraiment ce que les autres... Puis ça peut être total partiel, puis ça peut être temporaire. Il y a des acteurs, des actrices qui ont déjà eu pendant quelques semaines, quelques mois l'aphasie, puis c'est revenu. Il reste juste à savoir, pour Bruce Willis, dans quel état il était. Ça peut être des symptômes d'une commotion cérébrale ou quelque chose. Là, aussi. puis qu'il a probablement déjà eu, on s'entend, parce que lui aussi, dans ses films d'action, il en a fait une coupe de cascade. Il est picaillé, pauvre con! Non, Bruce Willis, tu sais, justement, le rôle de John McClane, il a changé comment que Hollywood faisait un film d'action. Oui. Ce film-là a changé Hollywood au niveau du film d'action. La plupart des films d'action qu'on a vus par la suite Étaient des rip-offs de... c'était légèrement inspiré par... légèrement copiés. par Die Hard. Puis je dirais que c'est l'incarnation même de la petite phrase après l'action qui a été reprise par la suite par tous les acteurs de films d'action. Puis un de ses amis personnels doit le remercier parce que le mot MF, ça vient pas de Samuel Jackson au cinéma, là. Ça vient de Bruce Willis. Bruce Willis. Que les deux ont travaillé ensemble d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je dis son ami. Ils ont fait quand même ensemble. Ils ont fait Pulp Fiction puis Die Hard with a Vengeance. Oui. Puis il y a un autre film aussi pour les amateurs de science-fiction, Le Cinquième élément. Ah oui, le Cinquième élément. Ben, il faisait, comme j'ai dit tantôt, il faisait de tous les styles, Bruce Willis. Cinquième élément, Unbreakable, un film de super-héros. Oui, excellent. Hudson Hawk aussi. Hudson Hawk, c'est considéré. Non, c'est qu'un des films qui m'a sorti, qui a fait. Non, mais c'est à cause que Hudson Hawk a la réputation d'être son moins bon film. Moi, je l'adore. Moi, c'est un de mes films préférés. Mais il a une réputation pour être le navet à Bruce Willis. Malgré que dans les 10 dernières années, on s'entend qu'avec les films en VOD, mais on comprend pourquoi à cette heure. Ouais. Parce que ça paraissait... Tu sais, on a déjà dit même à l'émission qu'il était livide quand on a parlé des Razzies. Exact. Qui était livide. Maintenant, c'est sorti cette semaine, justement, que plusieurs réalisateurs, c'est à cause de ça, il actait plus. Il n'était pas capable de se souvenir de ses textes, il se concentrait juste sur « je dis mon dialogue, je dis mon dialogue, je dis mon dialogue » puis il actait pas. Puis une chance que les Razzies aussi l'ont retiré, son prix qu'il avait fait la semaine dernière. Là, il n'y avait pas le choix de le faire. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils ont sorti la nouvelle cette semaine, là, parce que c'est quand même pas correct de frapper sur un gars à terre. Là. C'est ça. Ça mériterait une claque. Surtout avec le caractère qu'on connaît à Bruce Willis dans la vie, c'était pas un ange. Non, c'était pas un ange. Mais en même temps, il était, je crois, apprécié par pratiquement tout Hollywood. Ben, je vais te dire qu'une chose que je sais de source sûre, de source très très sûre, c'est une personne que quand tu faisais qu'est-ce qu'il fallait, il allait te respecter à 100%. Tu faisais une connerie, t'étais barrel. C'est quelqu'un qui était droit comme une barre à ce niveau-là. Puis par expérience, parce que après le spectacle que j'ai vu, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est une personne qui était restée humble et, comment je pourrais dire ça, qu'il n'avait pas peur de monsieur, madame, tout le monde. Non. Fait que, si tu l'approchais et tu n'avais pas l'air d'un niaiseux, il allait te répondre parfaitement. Mais si tu avais l'air d'un niaiseux, il allait t'envoyer chier. Exact. Fait que si tu n'avais pas l'air d'un niaiseux, pantoute, c'est lui qui venait te parler. Oui. C'était ton cas, ça? C'est mon cas, c'est lui qui est venu me parler. Puis il a travaillé beaucoup avec les techniciens au Québec aussi. Par contre, moi, quand il a annoncé sa retraite, ça me laissait un petit peu dubitatif dans le sens que même Michael J. Fox a fait un retour après sa maladie. Il n'y a rien qui dit qu'il n'y a pas dans un avenir une possibilité qu'un réalisateur approche Bruce puis il fait ta maladie va faire partie du personnage. J'ai
j'ai besoin de toi. Fait qu'on, moi, je crois qu'il y a une possibilité qu'on le revoie à l'écran un jour. Faudrait- C'est juste que Ah, pour j'aimerais ça le voir courir en chaise roulante Parce que- après des Mais terroristes. Christopher Reeve, il l'avait fait, Ouais, ouais, revenir il avait après son... joué. Mais il faudrait dans voir un Windows. à quel stade il est rendu. Est-ce qu'il est plus capable de parler? Est-ce qu'il est plus capable de comprendre ce qu'on lui dit? C'est ça qu'il Puis faut savoir. peut-être Là. qu'il veut qu'on regarde l'image du Yippee Motherfucker aussi. Là, tu sais. C'est ça, il y a peut-être ça. Mais bon, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Donc lui, il Sean prend Connery l'a appris à ses dépens des années 80 quand il avait dit des années 60, jamais plus jamais. jamais. Ils ont fait un film qui s'appelait pareil. C'est ça. On ne connaît pas l'avenir. Ensuite de ça, on parle-tu de ce qui s'est passé dimanche? On n'a pas le choix. Malheureusement, il faut au moins en glisser un mot pour montrer que nous autres, on l'a regardé. Ça a été. On s'est posé des questions quand c'est arrivé. Ben, je pense que notre première réaction, c'était c'est stagé. stagé. On parle, pour le public, on parle de Ce qui s'est passé aux Oscars. l'altercation Will Smith-Chris Rock. Ouais, aux Oscars dimanche dernier. Puis, c'est ça. Moi, j'ai vraiment pensé que c'était organisé, connaissant les deux bonhommes, qui sont, ben, pas les connaissant personnellement, mais de réputation, c'est des personnes qui habituellement sont... Ils ont un sens de l'humour, les deux. c'est ça. Puis qui sont relativement aimés à Hollywood, toutes les deux. Là. C'est pas des gens qui cherchent le trouble vraiment. Chris Rock, peut-être un peu plus parce qu'il a une grande gueule, mais tout le monde sait que c'est un humoriste, donc c'est sa job. C'est un humoriste cru en partant. Effectivement. Très cru, là. Il a touché la mauvaise corde, puis c'était peut-être pas ce qu'il cherchait à faire. D'après moi, comme on a dit, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant de la maladie à Jada Pinkett Smith, que je ne sais pas si je me rappelle plus du nom de la maladie. Je l'ai lu cette semaine. Ah, c'est un nom assez compliqué à se rappeler. Oui, c'est un nom. Puis il y a beaucoup de femmes afro-américaines qui ont cette maladie, qui tombent à avoir cette maladie-là. OK. C'est une maladie où tu perds tes cheveux. Tu as des lignes de cheveux, des spots de cheveux. C'est pas perdre tes cheveux comme toi tu perds tes cheveux, là. Hey. C'est des spots. C'est des ronds. Non, mais c'est pas une perte de cheveux normale. Donc, Will Smith, anyway... C'est parce que toi, on peut dire que t'es comme Bruce Willis, là, tu sais. Presque. J'ai le même charisme. Non, pas en tout. Non, pour ça, je fais de la radio. C'est ça, la blague, c'était à cause qu'elle a décidé de se raser les cheveux. Mais il faut dire que Jada Pinkett Smith, les cheveux rasés, est 100 fois plus belle que bien des femmes sur la Terre. Avec leurs cheveux. Oui. Je vais juste faire un petit aparté. Le nom de la maladie, c'est alopécie. Alopécie. Bon, c'est quoi le rapport? Lui, Chris Rock sur le stage, il la trouvait belle. Puis c'est vrai qu'elle rock. Tu sais? Fait que Chris Rock a dit j'attends G.I. Jane 2, tu vas être bonne dedans. Puis... Pour le monde le sait, G.I. Jane est un film avec Demi Moore, puis Demi Moore s'était fait raser les cheveux pour le film. Puis il n'y a personne qui la trouvait pas belle Demi Moore dans G.I. Jane, là, au contraire. Fait que, tu sais, c'était plus comme genre, OK, tu serais parfaite pour jouer dans un G.I. Jane, t'es belle, tu sais. Mais elle l'a pas pris. Elle l'a fait savoir à son mari. Son mari est allé donner un soufflet. Un soufflet à... Qui, comme je disais, ça annonçait un duel avant, ça, cette espèce de claque-là. Après ça, on sortait les guns. Puis on mais ça ressemblait pas d'un coup de poing de Mohamed Ali. Là. Non, c'est ça. C'est que si... Parce qu'on connaît Will Smith, il aurait pu le knocker, peut-être. Sa formation de boxe avec un bon crochet, d'après moi, il aurait fait un... C'est toi le grosseur que Chris Rock a. Il aurait fait un méchant dégât, là. Puis même à ça, Will Smith s'est excusé cette semaine. Il a fait une vidéo pour s'excuser. Ouais. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait dimanche. Là, on a su plein de trucs qui étaient hier et avant-hier, on a su plein de trucs comme de quoi que l'Académie voulait qu'il quitte la salle. Qu'il aurait refusé. Il n'y a pas. C'est qu'il aurait refusé, oui, mais ABC voulait qu'il reste. Ah. OK. Fait que lui, c'est comme maman m'a dit sacré mon camp, papa m'a dit c'est correct, je vais régler ça avec ta maman. Fait qu'il est comme resté là. Il est resté là. On voit vraiment la politique d'Hollywood, là. Oh oui. Il y en a qui pensaient à leur réputation, l'autre qui pensaient aux ratings. Il va-tu se passer d'autres choses? Parfait. De toute façon, pour la réputation de l'Académie, on va le savoir bientôt parce que ils vont prendre une décision. C'est le 8 ou le 18, je ne me rappelle jamais c'est quoi la date, mais il va y avoir il y a une rencontre du board de l'Académie. Puis oui, ils ont déjà dit que Will Smith allait être réprimandé. La plus grasse serait de perdre son Oscar, mais tout le monde s'entend pour dire qu'il ne le perdra pas. Non, moi je suis pas d'accord. Non, il ne perdra pas. Non, il ne perdra pas, ça n'a aucun sens qu'il le perde.
Mais ils disent de 2 à 4 ans banni de l'Académie. Ça veut dire que tous les films de Will Smith, à partir d'aujourd'hui, qui sortent, à partir de la date Du du bannissement. bannissement, ne sera pas éligible aux Oscars pour lui. C'est-à-dire que, mettons qu'il joue avec Helen Mirren. Helen Mirren fait une performance d'Oscar. Elle va pouvoir être en nomination. Pas lui. Mais Will Smith, l'équivalent, ne sera jamais en nomination. Il ne sera pas en nomination. Puis, D'après moi, il ne jouera pas avec Helen Mirren Puis cette de année. toute manière, Chris Rock a dit qu'il ne reviendra pas contre Will Smith. L'histoire dit même que la police s'est présentée à Chris Rock pour demander... oui, mais ça c'est officiel en Californie, c'est toujours. Aussitôt qu'il y a une altercation. On va l'arrêter tout de suite si tu veux. Puis, oui. Mais par contre, refusé. Il y a des rumeurs qui reviendraient contre l'Académie. À cause qu'il était à la job, puis ils n'ont pas assuré sa sécurité. Oui, c'était... C'est des rumeurs, mais ça se parle beaucoup que Chris Rock pourrait revenir contre l'Académie. Si c'était la CNSST... Genre des histoires de CSST, là. Oui, je suis d'accord avec ça, effectivement. Les marches n'étaient pas très, très loin. Il n'y en avait pas de marche. C'est ça. Le stage était à hauteur des... Oui, mais il y avait, je pense qu'il y avait une marche. Oui, c'est ça, là, c'était... Il n'y avait pas de bodyguard vraiment. Mais en même temps, est-ce qu'un bodyguard aurait arrêté Will Smith pendant que l'autre, il dit « Hey, oh, Richard! » Non, mais puis c'est drôle qu'il y ait donné le soufflet parce que quelqu'un comme Will Smith, en marchant, il aurait dû faire « J'ai fait une connerie, je vais faire une joke comme ça, puis après ça, je vais lui dire dans l'oreille, ben, on se parlera, mais quand je trouve pas ça correct, on va se parler, mais vraiment l'émotion. » Surtout que, il y avait le stress, Will Smith avait le stress d'être en nomination, puis il a été comme... Il s'est fait faire chier par l'Académie, Will Smith, dans les autres années, là. En 2001, on s'entend que c'était lui le meilleur contender pour le titre. C'est drôle à dire que j'ai dit meilleur contender pour le titre parce que le film, c'était Ali. C'était Ali. Et sérieux, là, lui, au moins, il a l'avantage d'avoir fait une gaffe lors d'une cérémonie. Oui. Puis j'ai hâte de voir les répercussions autant sur le monde de l'humour, parce que ça va-tu faire en sorte que du monde, dans un spectacle d'humour, vont se lever, monter sa scène pour frapper l'humoriste parce qu'ils n'ont pas aimé une joke? Oui, dans ce cas-là, Dave Bautista va se mettre à l'humour. Non, mais moi, je suis un humoriste. J'emmène Dave Bautista à côté de moi. C'est ça. À chaque show. Fait qu'on va avoir tous des anciens lutteurs humoristes, puis tous les petits humoristes, eux autres, ils vont devenir des lutteurs. Non, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs humoristes qui ont dit sur Twitter, après les humoristes américains, qui ont dit ça a peut-être fait un précédent, puis ça donne. Puis Monsieur Tout-le-Monde va peut-être penser qu'il a le droit de faire ça à l'avenir. Je pense pas. Moi, Mais je pense que les mondes sont plus intelligents que ça, le monsieur, madame, tout le monde. Il faut pas sous-estimer la masse. Non, je sais, mais en même temps, on voit que c'est un événement qui était particulier, puis que je ne crois pas que ça va se répéter dans les salles. Si vous êtes un humoriste et vous nous écoutez présentement, n'ayez pas peur d'aller au Dagobert faire votre soirée d'humour. Il n'y a pas trop de danger puis pour vous autres. En passant, pour le monde qui sont intéressés, ça a déjà arrivé aux Oscars. C'est la deuxième fois que ça arrive aux Oscars. La première fois, c'est Jack Lemmon qui avait frappé Johnny Carson. Johnny Carson. Et pourtant, Johnny Carson ne touchait pas. Jack Lemmon, on le voit tout le temps, il jouait tout le temps le rôle du petit gars réservé. Oui, mais c'était un bum. Ouais. Dans la vraie vie, c'était Walter Matthau, le réservé, c'était le contraire, je pense. Oui, il faisait partie d'une gang assez... Il était pas proche du Rat Pack? Je pense qu'il était pas... Ouais, je pense que oui, aussi. Il était dans la gang de Sinatra. Il était pas dans le groupe, il était dans l'entourage. Dans l'entourage. Contrairement à Walter Matthau, que lui, il jouait dans Candy, mais ça, c'est l'autre histoire. Si on y va sur une note encore un petit peu plus grave que Will Smith. C'est débile. C'est grave. Non, Simon L'histoire, j'ai fait écouter une vidéo d'une demi-heure à Marc-André cette semaine qui l'expliquait de fond en comble. Puis de voir aussi les conséquences que ça peut avoir autant pour le studio que le comédien. Là. Oui, dans les films du comédien aussi, parce qu'il a besoin d'aide. Mais vraiment. Ezra Miller a vraiment besoin. On parle d'Ezra Miller. La journée des Oscars, l'histoire a commencé la journée des Oscars. Il s'est pété la fraise dans un bar à Hawaï. Ça commençait de même. Il y avait quelqu'un qui chantait du karaoké, qui aimait pas la voix de la personne, puis mange de la merde, mets-toi une sourdine, puis il a commencé de même, il a monté sur le stage, il a pogné le micro, il a traité l'autre de conne, puis la personne qui chantait de tous les noms.
Il y a un gars qui jouait au dard, qui l'a regardé, il dit écoute, on est là pour s'amuser. Il a dit toi, de quoi tu te mêles? Il y a eu une altercation physique avec la personne qui jouait au dard. La police est arrivée. Ils ont embarqué Ezra Miller. Ezra Miller est. Tu sais, aux États-Unis, ça marche tout le temps, tu as une bail, là, une caution, c'est pas comme ici, là, tu sais, c'est plus ardu. Là, Pour sortir, ouais. Ezra Miller a appelé quelqu'un, un couple, qui avait rencontré dans un marché public, qui lui avait dit je m'appelle chez Ezra Miller, vous me connaissez, ouais, cool, j'ai pas de place à rester, je peux-tu aller rester avec vous autres? Le couple avait dit oui. Au lieu de se payer des chambres d'hôtel. Tu sais, il aurait pu se payer pas de tasse de l'hôtel, mais. Moyen. Oh oui. Mais on voit que le gars est un petit peu. Il manque de quoi dans sa tête. Il y a un petit problème, soit de drogue, soit mental, on le sait pas, ou les deux mélangés ensemble, mais le gars, il a un problème, il faut qu'il ait de l'aide. Je dis pas ça méchamment, là, il faut vraiment qu'il ait besoin d'aide. Il les a appelés. Ouais, vous pouvez payer ma caution, que je sorte de prison. OK, ils sont allés payer la caution. La même nuit, le couple dort. Ezra Miller rentre dans la chambre du couple, parce qu'il vivait avec le couple, rentre dans la chambre du couple, vole le portefeuille, les passeports des personnes. Les personnes se réveillent parce qu'il y a quelqu'un dans leur chambre. Ils se rendent compte que c'est Ezra Miller qui met tout leur stock, leurs bijoux, leurs choses dans ses poches, puis il s'en va sur la go, il s'en va sur le party. Aïe, aïe. Fait que le gars, il dit remets ça là, c'est mes trucs, là. Je vais t'enterrer, toi, puis ta salope de femme. Ça, c'est la traduction du vrai mot qu'il a dit. I'll bury you and your slutty wife. Holy smoke! Non, c'est vraiment pas chic, là. Fait que le couple a appelé la police pour menace de mort. Ben, j'espère. Ensuite de ça, il a été arrêté. Il a été réarrêté, ils l'ont réembarqué. Puis là, il va faire face à un procès bientôt pour menace de mort, puis menace, puis... tentative de vol. Là, pas de tentative de vol aussi. Puis le couple fait une ordonnance restrictive pour pas que Ezra Miller s'approche. Puis le juge est allé encore plus loin. Il n'a plus le droit d'être en possession de toute chose de contendant ou d'armes à feu. Ni de munitions. Ni de munitions. Fait que là, Hollywood se demande s'il va pouvoir, mettons qu'il y a une arme à utiliser dans un film, s'il va pouvoir, on ne sait même pas à ce moment-là. Là. C'est rendu à ce niveau-là. Puis on sait très bien parce qu'il n'est pas stable. Ouais, il n'est pas stable. Ben, c'est pas sa première fois qu'il fait une niaiserie de même. Là. Personnage, c'est pas un personnage qui utilise des armes. Non, on le sait pas. Donc, tu as d'autres choses. C'est pas à cause qu'il joue Barry Allen puis qu'il joue dans Fantastic Beasts qu'il joue pas dans d'autres choses aussi. Ouais, c'est ça. Puis ça a plusieurs grosses répercussions dans les sorties de films, juste Fantastic Beasts. Qui sort dans 2 semaines. Qui sort dans 2 semaines. Là, il a été coupé de toutes les bandes annonces, tous les posters. Oh, Ben, ils vont marquer son nom, mais il n'y aura pas sa photo, un peu comme Armie Hammer dans Dead on the Nile, qu'on ne voyait pas du tout dans les bandes annonces. Non. Puis... là, il y a des rumeurs qui parlent de retourner les scènes qui étaient de Flash. The Flash a été enlevé du catalogue complet 2023 de la Warner. Quand il y a eu l'incident avec Ezra Miller, il y a 1 an et demi, je pense, dans un pays nordique, il avait étranglé une personne dans une ruelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'était à peu près dans les mêmes temps que... au début de la COVID. Que Johnny Depp aussi avait fait... Oui, c'était au début de la COVID. C'est il y a 2 ans. Il avait été filmé dans une ruelle, à la sortie d'un bar. Il avait étranglé une femme. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, là. Non, ça va pas bien. Puis Warner avait comme fait « Chut, on n'en parle pas. Il joue dans le DCU. On ne peut pas en parler. » C'est notre grosse basilique, c'est notre aura, le DCU. On va garder ça silencieux. Un petit peu comme la Canadienne de Montréal. Fait. Exactement. Mais ce coup-ci, eux autres, ils avaient été critiqués pour ça, fait que ce coup-ci, tu sais, Fantastic Beasts, ils ne peuvent plus rien faire. Le film sort dans 2 semaines, il est trop tard pour... Mais là, il y a des rumeurs parce qu'on savait que le film était retardé déjà d'1 an. Là, ça lui donne l'opportunité peut-être de retourner juste les séquences qu'on voit de Flash. Parce que c'est assez simple à faire. Ben, c'est compliqué, là, c'est des effets spéciaux, mais c'est faisable de changer l'acteur d'un film. On l'a déjà prouvé, Kevin Spacey avait été remplacé par Christopher Plummer dans No Money in the World, All the Money in the World. Non, la technologie le permet maintenant. Oh, oui, il permet maintenant. Ils vont-tu le faire, vont-tu pas le faire? Ils ont 1 an pour le faire, mais il y a des grosses rumeurs qui vont le faire parce qu'ils ont retardé le film indéfiniment. C'est vraiment plate parce que s'il y avait un film qu'on avait hâte de voir... Puis moi, là, Ezra Miller, là, je l'ai d'en face, je l'engueule, là.
il me permettra pas de voir Michael Keaton dans le rôle de Batman. Puis ça, là, c'était ma méthadone, c'était pour exorciser mon Pattinson. Michael Keaton était Bon, c'est sûr. C'est Mais pas parce moi, j'ai qu'on toujours rit. de la difficulté un peu, c'est le poids de la célébrité, de voir un travail accompli qui n'a pas rapport à ta vie personnelle être impacté par ce que tu as fait dans ta vie personnelle. C'est pas tous les Ouais, mais là, jobs qui font c'est ça. l'image. Oui, C'est je sais. l'image, puis L'image d'ICU, c'est le héros, les enfants l'aiment, c'est un super héros. Il Exact. faut qu'il mette une image positive. Puis, Ouais. une autre chose Puis, aussi, il faut pas que le monde boycotte Fantastic Beasts comme présentement sur Twitter, puis tout ça, il y a du monde qui veut boycotter Fantastic Beasts. Il y a des centaines de personnes qui travaillent sur ces films-là. À cause d'Ezra Miller, moi je le verrai pas parce que je suis pas intéressé à écouter Fantastic Beasts personnellement, mais il y a des centaines de personnes qui travaillent sur ces films-là. C'est eux autres que vous pénalisez, pas Ezra Miller qui a déjà été payé des milliers. Les personnes, c'est leur gagne-pain. Ils font vivre leur famille avec les techniciens, les caméramans, tout le monde qui s'occupe de la bouffe. Il y a tellement les costumiers, tout le monde qui travaille sur un plateau. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui travaillent sur un plateau. Puis ça, c'est pénaliser ces personnes-là. Parce que des fois, ils ont des bonus dans leur contrat qui fait que si le film fait, mettons, 500 millions, il y a un petit 5 000 $ qui arrive dans les poches de ces personnes-là. C'est eux autres que vous pénalisez en boycottant. Malheureusement, c'est une vérité. On va sortir de ce bloc qui est un petit peu plus pesant. Hein? Oui, c'était. On a réussi quand même à rire, mais c'est pas parce qu'on riait que c'était nécessairement drôle. Non. C'est ça. On va y aller avec Disney+, qui a annoncé un documentaire sur une personne qui a marqué la jeunesse de bien du monde, dont la nôtre, Jim Henson. Oui, le réalisateur Ron Howard fait équipe avec Disney+ pour faire un documentaire. On ne sait pas si ça va être une série de documentaires en épisode ou un documentaire feature-length, version long-métrage, sur la vie à Jim Henson. Il va avoir accès à plus d'une centaine d'heures d'archives vidéo que personne n'a jamais vues sur Jim Henson. Il va interviewer la famille, des amis. Ça veut dire qu'on va sûrement avoir Frank Oz, George Lucas, qui sont tous des amis et des collaborateurs à Jim Henson. Jim Henson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qui? C'est le créateur des Muppets. En partant. Oui, je sais. Mais c'est pas Kermit the Frog, c'est lui qui faisait la voix, qui faisait jusqu'à sa mort, il a fait de l'animation. Il faisait. C'est lui qui animait Kermit, qui faisait la voix. Il a réalisé les films des Muppets, il a réalisé Dark Crystal, il a réalisé Labyrinthe avec David Bowie. C'est quelqu'un justement qui a drivé le cinéma de fantasy dans les années 80 parce qu'il n'y en avait quasiment pas de films de fantasy à part les films de Jim Henson qui étaient les seuls films fantasy populaires dans les années 80. Il était capable de faire des films pour enfants et des films plus adultes. C'est quelqu'un qui a fait évoluer grâce au Henson Workshop les animatroniques. Ceux qui se rappellent des Ninja Turtles, des premiers films en live action, les animatroniques étaient faits par Jim Henson. Ouais. Il a fait l'avancement technologique au niveau animatronique, cinématographique. C'est Jim Henson puis Stan Winston, c'est deux compagnies rivales, mais c'est les deux qui ont poussé le bouchon. Et la technique de marionnettiste également, je veux dire, c'est un art, cette façon de travailler. Juste la séquence des gobelins dans Labyrinthe, pendant la chanson, où il y a plein de gobelins qui entourent David Bowie. C'est juste fou. Là. Donc, la personne qui avait en dessous du stage, ça devait être comme une canne de sardines. Là. Ça devait travailler fort. Cette personne-là a influencé beaucoup. Il a créé et travaillé sur les premières saisons de Sesame Street. Il avait travaillé aussi dans la première saison de Saturday Night Live. Oui, il avait fait des sketchs. Il y avait un sketch qui était une histoire qui durait une année. Il n'y avait pas eu rapport avec Fraggle Rock. Oui, c'est le créateur de Fraggle Rock, de Storyteller des années... Oui, en effet, il a créé Fraggle Rock, qui a eu un remake au mois de janvier. J'ai écouté cette semaine parce que ça m'a donné le goût d'écouter le remake de Fraggle Rock, puis l'annonce du documentaire m'a donné le goût d'écouter Fraggle Rock, puis j'ai pas aimé du tout le remake. J'imagine que tu étais encore poigné dans notre version des années 80. Non, je trouvais ça cheap et enfantin. Contrairement, j'ai réécouté parce que sur Apple Plus TV, t'as la vieille version et la nouvelle version. Juste la musique dans la vieille était plus recherchée, était plus...
Puis c'était beaucoup... L'humour était beaucoup plus... On dirait qu'aujourd'hui, ils veulent la jouer plus safe. Ben, Puis... ils le font pour les adultes, alors imagine pour les enfants. On est vraiment dans une place où ce que maintenant, il faut faire attention à notre auditoire à tout prix parce qu'on veut tellement avoir de gens différents qui regardent nos films, nos productions, que maintenant, on ne faut pas toucher à aucun sujet qui pourrait être le moindrement critiqué par un ou un autre des groupes auxquels on s'adresse. Fait que ça devient un petit peu plate comme production. Puis même à ça, ils ont eu l'affront de changer la chanson thème. Tu sais, les Frères Rock, c'est la chanson thème. C'est qu'est-ce que le monde se rappelle du show. Ben, au moins, ils n'ont pas fait une tune rap. Non, ils n'ont pas fait une tune rap, ils ont fait une très mauvaise chanson. Mais c'est ça, Jim Henson, à voir dans les peut-être d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, le documentaire sur sa vie sur Disney+. Je mets ça dans ma liste. C'est sûr. C'est sûr. Ensuite de ça, sur Disney+, on a une mauvaise et une bonne nouvelle en même temps. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Oui. Obi-Wan Kenobi est retardé de 48 heures. C'est une mauvaise nouvelle, 48 heures. C'est dur pour mon fixe. Oui. Moi, pour le mien aussi, personnellement. Tu sortiras tes coffrets, là, puis tu regarderas une fois de plus. Je regarderai mon coffret pendant 48 heures. Obi-Wan Kenobi va sortir 48 heures plus tard que prévu, mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne, c'est qu'on va avoir 2 épisodes au lieu d'une. Ah! Avec, Double fixe. ça veut dire qu'on va juste avoir 5 semaines d'Obi-Wan, ça. C'est ça. Ça va durer. Des armes à double tranchant, là. Exact. À moins qu'il fasse un autre épisode. Ça me surprendrait. L'épisode caché. Puis pour Obi-Wan, on a appris aussi que Andrew Stanton, qui a écrit Finding Dory, Finding Nemo, Wall-E, et qui a co-écrit certains des Toy Story, va écrire un épisode. Oh! Fait que c'est quand même un auteur qui avait déjà fait des références sur Star Wars dans certains films, puis il connaît Star Wars. Y avait-tu une raison pourquoi ils l'ont retardé de 48 heures? Parce que à la première idée, c'était de le mettre le 25 mai, la date que A New Hope est sorti en salle. Oui. Ouais, c'est ça. Mais- La vraie rumeur, vous voulez savoir le pourquoi? Oui. C'est pour ça que je te pose la question. Netflix sort Stranger Things le 27 mai. Ah! Mais je trouve ça complètement ridicule parce que s'il l'aurait sorti 2 jours avant, comme prévu, le monde n'aurait jamais parlé de Stranger Things cette fin de semaine-là. Je savais même pas que ça sortait, Stranger Things. Je savais qu'Obi-Wan sortait, par exemple. Ben, Ils viennent de faire de la publicité à leurs compétiteurs. Oui. Comme tu dis, c'est une lame à double tranchant. Ouais, Ouais. Parce que là, ça me tente de regarder Stranger Things. J'ai jamais regardé aucun Moi, je serais- épisode. J'ai aimé le concept. J'aime le concept. J'aime pas la série. J'aime vraiment le concept de Stranger Things, mais j'aime pas la série. On va attendre que tu aies regardé au moins la première saison, puis on fera un débat. La première est plus terre à terre, est mieux que les autres. Oui, ça c'est sûr. Mais quand tu arrives dans deuxième, troisième, là, ça commence à devenir un petit peu trop gros. Mais Et il passe en Russie, puis... attends, ça c'est un autre sujet. Stranger Things, on va attendre que tu l'aies vu, puis on va faire un gros débat là-dessus. Pour revenir à Disney+, ils ont fait une grosse gaffe cette semaine. Oui, Ils ont essayé de nous en passer une. une petite vite. Ouais. Ils ont uploadé durant la semaine sur leur site, ils ont changé l'épisode 3 de Falcon and the Winter Soldier pour la censurer, ôter du sang Oui. dans certaines scènes. Au lieu des scènes graphiques. Oui. Puis ils sont allés dire que c'était une nouvelle version au départ. Puis après ça, Ils sont venus. c'était des versions pour la télévision. Parce qu'il y a certains pays qui ne veulent pas du sang. Puis que c'était... puis pour les pays qui n'ont pas Disney+, on a vendu la série pour qu'ils passent, parce qu'il faut que le monde voit les séries Marvel, on s'entend. Surtout, ça Mais commence ça à explique devenir, pas qu'une copie de même se retrouve sur Disney+. Au Canada, Ça aux États-Unis, non, mais ça n'a n'a pas de sens. aucun sens. Ben non, si tu t'adresses. La vérité, c'est que comme d'habitude, Disney veut tout le temps un peu plus... Comme on disait tantôt, ils veulent protéger les leur auditoires. image de marque. Ils voulaient la censurer. Et il y a eu un backslash. Il y a eu un backlash, fait qu'ils nous ont dit que c'était une erreur de... Mon œil! C'est un de nos programmateurs qui l'a envoyé à mauvaise place. Ah oui, mon œil! Je me Parce suis que le département télé et le département streaming, c'est complètement 2 départements. Ça n'a aucun sens, cette affirmation de Disney-là.
En tout cas, ils se sont essayés, puis ça passe pas comme mensonge. Fait que, Non, tout le monde a crié on- au scandale. Puis ils ont re-uploadé la version originale de l'épisode dans les heures suivantes. Ça veut-tu dire qu'ils vont faire la même chose avec tous leurs films, puis enlever le sang, puis envoyer... Ça serait... La seule chose qui est vraiment que je connais personnellement, qui a été censurée sur Disney+, c'est les fesses, la craque de fesses à Daryl Hannah dans le Splash. Ils ont ouais. rallongé les cheveux à la sirène pour qu'on y voit la craque de fesses. C'est bon. Faut le faire pareil. C'est Il incroyable. y a sûrement d'autres choses qui ont été censurées Des aussi. choses qu'on a juste pas remarquées encore, peut-être. Mais la seule que moi je connais personnellement, c'est la craque de fesses. Ben, ils vont peut-être en faire. Ils n'ont peut-être déjà fait beaucoup puis qu'on s'en est pas rendu compte. Ben, là, ça Ils me tente d'écouter les séries de Marvel de Netflix, côte à côte avec les. les versions Netflix. Ben, il existe en Blu-ray, fait qu'on est capable de se trouver des copies, savoir s'ils ont censuré ou changé certaines affaires. Ça, Parce que c'est assez graphique. ça commence à ressembler à 1984, mais pour le cinéma au lieu de pour les livres. Ouais. En tout cas. Une autre histoire. Hey, on a la date de sortie des préquels de GOT. Ouais, Game of Thrones va avoir son prequel, House of the Dragon, qui va sortir le 21 août sur HBO Max. Un dimanche. Puis, qu'est-ce Ça qui va être en compétition avec tout le monde en parle. Non, avec Lord of the Rings, la série télévisée qui sort au début septembre. Fait que les deux vont être à cheval. Les deux vont être un contre l'autre Oh, face à à face. cheval! Deux séries médiévales à cheval. Ça valait pas ça. Ça va être un beau duel. Oui, ça va être un beau duel, mais encore là, on dirait que les compagnies se tirent dans le pied. Parce qu'ils se font de la publicité un l'autre. Oui. Ben oui. C'est bizarre comment que ça marche. Ou ben c'est une entente, puis ils font comme hey, attends, on va se faire assembler d'être en compétition, comme ça, on va faire de l'argent toutes les deux. On sait jamais. Mais sérieusement, je comprends pas les compagnies. Non, ben, c'est souvent comme ça. Ils font des décisions, des fois, pour se comparer, pour pouvoir aller voir leur commanditaire puis dire regardez comment on est meilleur que les autres. Du côté de Warner Bros., on a eu une nouvelle disant que Sharon Stone va jouer dans le film Blue Beetle. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, Sharon, me semble. Oui, Sharon Stone va jouer le rôle de Victoria Cord, qui se trouve à être Cord, le nom dans l'univers Blue Beetle est très important. Le nom de famille Cord dans Blue Beetle est très important. Mm-hmm. C'est le nom de famille du Blue Beetle le plus connu, Ted Cord. OK. Mais ils disent qu'elle va faire la méchante du film. Mais c'est un personnage inventé pour le film. Victoria Cord n'est pas un personnage de comic book. Ce qui fait que le monde présume que la mort de Ted Cord d'un comic a un rapport dans le film avec une personne de sa famille qui sera la méchante du film. Ils ont comme vendu un peu l'histoire en donnant Sans cette vouloir, nouvelle. ouais. Moi, j'ai hâte parce qu'elle a besoin d'une rédemption au niveau de DC Comics. Sharon Stone a vraiment besoin d'une rédemption. Parce c'est pas sa première fois. Non, puis la première fois, c'est la version, peut-être le film de DC Comics, un des deux films de DC Comics le plus désastreux qui avait été fait, avec Steel, c'est-à-dire elle a joué dans Catwoman. Oui. Ce qui fait qu'elle a besoin d'une rédemption parce que Catwoman est le film avec des CGI le plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie quasiment. C'est pas un film qui a été aimé ben. Non, mais personne n'a aimé Catwoman. Là. Même moi, je l'ai pas aimé. Ben moi, j'aime Halle Berry. Oui, mais tu l'aimes fait en digital à 90% du film? Non. Non, c'est ça. Peut-être que Blue Beetle, ça va redorer son blason au niveau des DC Comics. Ça va être à voir. Ouais. Puis je suis curieux de voir Blue Beetle et Booster Gold dans un film. Des personnages qu'on connaît pas grand. Ouais, moi, je les connais. Toi, tu les connais. Mais même si je lis des comics, c'est Tu lis du DC en plus. Je lis du DC, j'ai lu quelques numéros qui avaient rapport dans des histoires avec Batman ou avec Blue Beetle, qui avait Blue Beetle dedans. Mais sinon, je connais pas son origine, je connais pas son monde, je connais pas son Juste lore. pour dire, Blue Beetle est un personnage très important parce que c'est un des rares qui était vraiment mort dans Crisis on Infinite Earth, l'original des années 80, qui a changé la donne du comic book au complet de toutes les compagnies de comics quand Crisis on Infinite Earth a sorti. Ça avait changé la donne. Ils ont tué Barry Allen, ils ont tué Blue Beetle, ils ont tué Supergirl, il avait fait le ménage dans l'univers DC à cette époque-là. Puis c'est encore le monde. Il y a encore un aura sur Blue Beetle à cause de ça aujourd'hui. Parce que lui, c'est vraiment le sacrifié de cette. Oui, Ted Cord, justement. De cette histoire-là. Des rumeurs qu'on a ou. Oui, il y a une rumeur sur l'Internet qui est sortie sur Disney+.
disant qu'ils vont faire un reboot d'une des meilleures séries de science-fiction du 21e siècle, Un reboot de... Firefly. Ah! Ah. C'est pas ça qu'on attendait. Non, le monde, puis les acteurs d'ailleurs originaux veulent revenir. Ils n'arrêtent pas de le dire. On veut refaire Firefly, mais on veut une continuité. L'affaire qu'ils disaient dans la rumeur, c'était on va pouvoir utiliser des personnages qui étaient morts dans la Sérénité si on fait un reboot. Ouais, c'est ça. C'est de la science-fiction. Ils Dans peuvent- la science-fiction, on peut ramener n'importe qui, c'est de la science-fiction. C'est de la fiction, effectivement. Même dans les comic books, on n'arrête pas de voir des personnages qui meurent, qui reviennent quelques années Ouais, plus mais tard. Spock est revenu. Les Spock. Les Spock. Les Les Spock. Spock. Ben oui, c'est ça. Veux pas. T'es capable de faire revenir un personnage de Firefly quand tu veux. Là. Mais la rumeur dit aussi que Joss Whedon va être absent du remake. Ça fait-tu suite à tout Ah, le c'est scandale son- qu'il y a eu avec la Joss Justice? Whedon, oui. Hmm. Ben, pas juste le scandale, c'est qu'est-ce qu'il a fait dans la vie aussi, là. Il y a eu plusieurs rumeurs sur Joss Whedon. Mais Joss Whedon est l'âme de Firefly. Ben oui. Tu sais, même les scénarios de la série originale qu'il écrivait pas, il revenait sur tous les scénarios, puncher les dialogues, puncher les gags. Ben, moi, je serais pas surpris de voir un certain Jess Whedon dans Jed, tu veux l'entourage. dire? Non, Jess, au lieu de Josh. Mais c'est juste qu'ils vont le nommer avec un autre nom, mais le gars, il va être dans Parce l'entourage que son pareil. frère, Jed, on sait qu'il n'a pas le talent de son frère. là. Non, mais en même temps, ça peut être le messager. Ouais. Tu sais, Ok, Joss, t'écris ça en cachette. c'est ça, t'as pas d'affaires ici, mais on veut pas te voir sur le plateau, mais si t'as de quoi nous dire ou tu nous envoies ton frère, tu sais. Mais qui c'est qui va remplacer Nathan Fillion? Tu sais, C'est Ça des te- personnages iconiques, puis oui, on a juste quelques épisodes de cette série-là parce qu'elle a été cancellée trop vite, mais c'est quand même considéré comme une des meilleures séries de science-fiction du 21e siècle. J'ai un nom qui m'est vite en tête quand t'as dit Nathan Fillion, puis j'ai fait comme Chris Pratt. Non, c'est trop pareil. Non, c'est trop. Ah non, j'ai le nom. On le voit partout. Il fait n'importe quoi. Tom Holland. Ah non! Déjà qu'il a volé un rôle à Nathan Fillion. C'est pour ça que je disais ça. Tu sais, Nathan Fillion aurait dû être Nathan Drake. Oui. Ben, C'est le look, la face, la voix, il y a tout pour jouer le il rôle. y avait tout pour lui. Mais non, il fallait avoir un petit jeune qui est en mode. Ça, c'est comme un vieux picture, c'est une autre histoire. Là. Ils se plantent eux autres. Là. Donc, Ils ont besoin de Disney pour faire des bons films. Du côté des sorties, mon cher Marc-André, est-ce qu'on a des affaires intéressantes? des affaires intéressantes, je dirais pas pour tous les choix, mais... Pas tous les goûts. Ben oui, mais je vais... Il y en a pour tous les goûts. Ouais, Ouais, c'est ça. ça là-dessus, puis il y en a... il y a eu Morbius qui est sorti cette semaine, de Daniel Espinosa. Je peux parler, je l'ai vu. Ouais, Je et l'ai vu puis... hier. Nul s'est découvert comme un billet de l'Auto-Québec. Donc, Non, le premier acte est quand même bien. OK. Je vais vous donner une critique sans spoilers. Le premier acte est quand même hyper bien. D'ailleurs, la chimie entre Jared Leto et Matt Smith, super dans le premier acte. Et après ça, ça vire en vrille. Et on voit absolument rien de ce qu'on voyait dans la bande-annonce. Pas de building de Oscorp. Pas de poster de Spider-Man marqué meurtrier dessus comme on voyait dans la bande-annonce. On voit absolument rien de ça, à part dans des post-credit scenes, qui sont les post-credit scenes les plus stupides que j'ai vus pour un film de super-héros. Aucune vraisemblance, ça n'a aucun sens, ça ne se peut pas dans l'histoire, ça n'a aucune logique, ces scènes-là. on en avait parlé aussi, c'est la semaine dernière qu'on avait parlé du fait qu'il y avait tout retiré les références à Spider-Man. À du part pour les post-credit scenes, puis ils n'ont aucun sens. Ça n'a aucune logique au niveau storytelling. Pourquoi que telle personne a tel matériel sur lui, ça n'a aucun sens. Donc, Tom Cruise avait peut-être raison. On risque d'attendre que ça soit en streaming plutôt qu'aller au cinéma pour un film. Oui, mais c'est pas à cause qu'on voulait. Moi, j'ai pas pu résister. C'est un film de Marvel, j'ai pas pu résister. J'ai joué avec mes démons toute l'après-midi hier. J'y vais-tu, je vais-tu pas. Le cinéma est à 5 minutes de marche de chez moi. Puis j'ai craqué.
Ouais, ben moi, j'aurais pas été au cinéma qui est à 5 minutes de chez vous. Il est barré dans ma vie. Ouais, ben c'est ça, quand ils baissent le son à 8 h le soir à cause des condos à côté. Sinon, dans les autres sorties de films cette semaine, on va changer carrément de continent pour les autres films. Il n'y a pas beaucoup de films américains qui sont sortis en salle, c'est surtout des films européens. Ils font des films, là? Oui, il y en a. Ouais. Il y a 3 films français qui sortent cette semaine en salle. Le premier, c'est un film de François Ozon qui se nomme Tout s'est bien passé avec Sophie Marceau. Oh. Ah, là, je suis intéressé. Là. C'est un drame qui parle d'aide médicale à mourir. Ah, je suis pas intéressé. Ensuite, il y a Le Temps des secrets de Christophe Baratier, qui est une autre adaptation d'un roman de Marcel Pagnol, pour ceux que ça intéresse. Oui. Ben moi, j'aime beaucoup Pagnol. Moi, j'adore Pagnol, mais il y a certains Québécois qui font des sous-titres pour qu'ils comprennent. Non, Moi, je comprends, là, mais c'est vrai qu'il y a certains dialectes dans du Pagnol qui sont pas à la portée de tout le monde au Québec. Par contre, on ferait un film en beauceron, Ah, mais c'est ça, en là. acadien, on aurait le même problème. Là. Mais non, oui. attends, on fait un film en québécois puis en montréalais puis les Français comprennent pas, donc... Ils m'ont trouvé le char! Ah, ils ont trouvé le char, il a pris dans le towing! Le char, il a pris dans le towing! Ils ont pris le towing! Ils ont trouvé mon char! Ensuite, il y a un autre drame français de Frédéric Tellier qui s'appelle Goliath, qui est un suspense écologique. Suspense écologique. Oui, ça C'est traite- comme Greenland avec Gérard Butler, ça, suspense écologique. Ça parle de pesticides puis de trucs comme ça qui auraient eu un racket. Ah, en c'est France. le remake des raisins de la mort. Ensuite, on va changer de pays, on va aller en Norvège. Oui, avec un film qui m'intéresse au bout. Ninja Boy de... Le nom du réalisateur... Non, mais Ninja Boy. Ça fait le genre de gars qui fait des Twitch de gaming. Je vais massacrer le nom du réalisateur parce que c'est en norvégien. C'est Yngvald Svelflik. Ben, c'est mieux que ce que j'aurais dit. Ça raconte l'histoire d'une jeune dessinatrice célibataire qu'elle apprend à 6 mois qu'elle est enceinte puis qu'elle peut pas se faire avorter. Ça sera une comédie dramatique. Une comédie dramatique. Il me semble que ton synopsis est loin d'être dramatique. Et loin d'être une comédie, c'est-à-dire c'est plus dramatique que comédie. Des fois, on peut relire des synopsis puis on fait où c'est qu'ils ont trouvé tel élément pour dire que c'est ce genre de film-là. Là. Ah, moi, je le vois. Ouais, il peut y avoir Oh, quelques Ouais, situations. c'est qu'elle est tarte de pas savoir qu'elle n'a pas ses règles depuis 6 mois. Ça, on peut en parler longtemps. Il y a eu des téléréalités je sur sais. des adolescentes qui ont ont su à 8 mois qu'elles étaient enceintes. Là. Une fille nerveuse qui dessine, Ouais. qui se rend pas compte qu'elle a Puis la fin, on se Elle a rend pris compte du que c'est une grossesse nerveuse, puis elle n'a jamais été enceinte. Ah, ça pourrait aussi. Ça Non. pourrait être le gros punch final. Bon, ben, Simon, c'est toi qui es en charge d'aller le voir. Oui. Non. Et un dernier film qui nous vient d'Israël, qui sort en salle, qui s'appelle Le genou d'Aed, de Nadav Lapid. Ça traite d'un réalisateur qui va dans un festival dans un petit village en Israël qui signe des papiers pour dire qu'il ne doit pas traiter de certains sujets sensibles. Ah, fait que c'est juste son booking à l'hôtel, finalement, quand il arrive dans la ville, le film. Ah, peut-être. Moi, je suis déçu. Je pensais que c'était un drame sportif. Le genou d'Aed. Le gars, c'est un joueur de soccer, puis il se crape son genou. Il me semble que ça faisait plus de sens que je signe des papiers. En tout cas, C'est les films qui sont sortis cette semaine en salle et comme je disais, il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez autant le cinéma d'auteur que le cinéma américain, que vous voulez aller voir Morbius. Là. Ben, je pense qu'il y en a une couple de dedans qui va être meilleure que Morbius, surtout le film de Pagnol. Là. Ça doit être vraiment meilleur que ce que j'ai vu en écoutant Morbius. bon, un film avec Sophie Marceau, ça peut être très intéressant également. Oh, Même oui. si le sujet est un petit peu plus sensible, un peu plus Mais sérieux. Sophie Marceau, c'est toujours intéressant. Oui. Moi, depuis Joyeuse Sport, que je trouve Sophie Marceau intéressante dans ses sujets de film. Donc, c'était les sorties de la semaine. Les coups de cœur de la semaine. C'est maintenant l'heure de nos coups de cœur. On va y aller avec les coups de cœur de... Simon, je pense que t'as pas juste un coup de cœur cette semaine. T'as deux choses. J'ai un coup de masse et un coup de cœur. Lequel que vous voulez que je commence? Ah, on commence avec le coup de masse. Ouais, question de nous faire mal. OK, Paramount Plus, si vous n'êtes pas capable de faire un streaming channel au Canada qui est intéressant, faites-en pas. Oh, à ce point-là, Oui. tu t'étais abonné, hein? Oui.
Puis j'imagine que tout ce que tu voulais voir, que tu nous as parlé la semaine dernière, se trouve pas. Là. OK, je vais vous expliquer c'est quoi Paramount Plus Canada, qui n'est pas Paramount Plus du tout. C'est juste le nom qui est pareil. C'est que il n'y a pas de film sur Paramount Plus Canada. Hein? Il n'y a aucun film. Avec le catalogue qu'ils ont, ils n'ont pas pensé mettre des films. Non, il n'y a pas de film. Ben voyons donc. Il y a des séries télé et des émissions de télé-réalité. Oui, vous allez retrouver Halo parce que c'est tourné par Paramount pour Paramount Plus. The Offer va être disponible sur Paramount Plus Canada, oui. Mais, admettons, je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas toutes les séries de Star Trek parce qu'il y en a encore qui sont qui appartiennent à Netflix au Canada. Déjà là, c'est un gros manquement. C'est là. Rapatrie tes affaires. Ouais. Ben là, il commence tranquillement, là, mais c'est pas ça la joke. Si, admettons, je vais donner un exemple. Si TV ont le droit canadien sur une série Paramount, elle ne sera pas sur Paramount Plus. Parce que quelqu'un qui est déjà au... Il y a déjà les droits. Fait qu'on a un vieux catalogue, genre Hawaii 5.0, les vieux Hawaii 5.0. C'est pas TQS qui avait ces droits-là? Non, c'était Télémétropole. Ouais, mais TQS, ils ont déjà eu aussi. Non, mais sans blague, c'était un catalogue de merde. Je veux pas être insultant. Moi, je trouve ça bizarre que tu dis qu'ils ont une certaine partie de Star Trek, mais Ils ont pas tout. puis ils mettent pas le film. Non, il n'y a pas les films. Fait que si vous voulez vous abonner pour écouter Star Trek The Motion Picture Director Edition, il ne sera pas disponible au Canada. Peut-être que Crave ou Illico ou n'importe quel autre site de streaming canadien va l'acheter. Aïe, aïe. Mais pour l'instant, on il était... n'y a même pas l'option parce que je suis allé voir quand j'ai vu sur mon ordinateur Paramount Plus, j'ai eu un séjour gratuit que j'ai coupé. T'as coupé le séjour gratis? Ah, j'ai vu ça, j'ai fait, je me désabonne automatiquement, je veux rien savoir, c'est de la merde. Moi, toutes des affaires qu'on est capable de trouver ailleurs au Canada. Incroyable. Ben, c'est bon pour quelqu'un qui veut écouter Halo, qui veut écouter des trucs du genre. Mais ça reste que leur bassin. C'est sûr que Star Trek, t'as Star Trek Picard qui est là. T'as Discovery, t'as Prodigy, t'as Lower Deck. Mais comme Next Generation va apparaître dans 2 semaines à cause qu'il a quitté Netflix la semaine dernière. T'sais, ils commencent à rapatrier, mais ils n'ont pas. C'est pas juste Star Trek, là, c'est tout leur catalogue. Ouais. Puis on n'a pas le 3/4 du catalogue Nickelodeon qu'ils ont aux États-Unis. Tu sais, aux États-Unis, pour le monde qui connaît Disney+, le layout ressemble à Disney+. Tu sais, on a des séries, films, là, ici c'est juste télé. Qu'est-ce qui est le fun pour que le monde, admettons, qui n'a pas le câble, peuvent s'abonner à Paramount Plus puis ils vont voir CBS. Ouh. Ils vont pas écouter CBS en streaming. Ils étaient pressés de lancer leur plateforme, mais ils n'étaient pas prêts. Non, ils n'étaient pas prêts ou à cause des droits du CRTC. Si le CRTC, ils aiment bien ça, ils mettent des bâtons dans les roues des compagnies. Ouais. Coup de cœur? Puis en passant, il n'y a pas grand-chose en français. Ah ben ça. Pour monsieur tout le monde, c'est... Non, parce que le CRTC était pressé de faire signer Netflix, puis il n'a pas pensé qu'il y avait d'autres plateformes qui s'en venaient aussi. Et voilà. C'est de la grosse Mais là, je suis content parce que c'est le même problème que HBO Max ont. Puis HBO Max l'ont pas lancé au Canada, c'est peut-être pour ils attendent peut-être. Ils attendent d'être prêts, puis d'avoir signé papier. Pour avoir le droit de mettre les films, puis... dans la version qu'ils veulent. Ouais. C'est un coup de cœur, tu sais? Oui, j'ai un coup de cœur. Pfiou. Un film Netflix. OK. Qui s'appelle The Bubble. The Bubble. C'est un film de Judd Apatow qui avait fait 40 ans, toujours puceau. Et des films de ce style-là, comme le film Knock Up, je sais pas c'est quoi le titre en français, j'ai le titre européen, mais pas le titre québécois. Ça s'appelle Unclock, mode d'emploi en Europe, avec Seth Rogen et Katherine Heigl. Oui. Un film sa maternité qui était vraiment, vraiment drôle. J'ai pas le titre en français non plus. Non, non. J'ai le titre européen, Ouais, français, mais pas le titre québécois. Je sais pas pourquoi, là, ça vient de me popper le vrai titre. Puis ça s'appelle Unclock, mode d'emploi en Europe. Mais The Bubble, c'est son nouveau film. C'est le premier film que je vois dans notre nouvelle ère pandémique. C'est un film qui se passe pendant la pandémie de la COVID. OK.
ou que c'est des acteurs d'une franchise de films qui sont enfermés ensemble pour pas avoir la COVID. Pour pouvoir faire le Pour film. pouvoir faire le film. C'est d'un ridicule. La franchise dans le film s'appelle Les créatures des montagnes. Ça part bien. Mais c'est comme des dinosaures, mais tu sais, comme. Là, ils tournent le 6e film dans The Bubble. Mais il y en a eu 5 avant, dont un dans l'espace. J'imagine que c'est un petit coup de poing à Sharknado pour ce genre de film-là. Oh oui. Mais t'as des acteurs là-dedans. T'as Leslie Mann, qui est la femme dans la vie à Judd Apatow, qui joue dedans. T'as Karen Gillian, que t'adores, toi, Patrick. Mm-hmm. T'as Pedro Pascal. Oh, T'as Keegan Peele. c'est un beau mélange. Ah oui, il y a un casting vraiment, vraiment, vraiment hot dans ce film-là. Puis à chaque journée de tournage, après, quasiment, ils font « On est obligé d'arrêter le tournage. Il y a quelqu'un qui a testé positif. on doit vous enfermer pendant 15 jours. » Mais tu sais, la bubble, la bulle, c'est la bulle que justement que l'équipe technique et les acteurs se forment pour pouvoir faire le film. Mais juste le film qu'ils font, c'est d'un ridicule. Moi, j'ai trouvé ça, c'est un petit bijou. Ben, comme de 3/4 des films de Judd Apatow, il y a un humour qui rentre dans le dash. Je me suis déjà pris en note, ça va être mon prochain film à regarder. C'est la plus belle sortie. Moi, je pensais que c'était une série télévisée, mais c'est un film. Fait que tant mieux. Puis, quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais sûr que c'était une série télé, mais c'est un film. Puis Pedro Pascal fait un acteur hispanique coquet. Que la seule affaire qu'il fait, c'est quand il est enfermé en isolation, c'est sniffer de la drogue. Ça va bien. Regarde, les gars, ils se prennent pas au sérieux. Ils ont pas fait ce film-là pour se prendre au sérieux. Ils ont l'air d'avoir du fun. C'est ça. Mais moi, j'ai adoré de Bubble à écouter ça. Mais il faut avoir le dos large. Puis il y a quand même beaucoup de vulgarité dans le film. Mais c'est pour public averti. Mais c'est quand même très, très, très drôle. Dans mon cas, j'ai écouté un film aussi qui demande d'avoir un public averti. C'est un film qui s'appelle The Last Day in the Desert. Donc, Ça devrait être Marc-André qui a pas dû écouter ce film. Les derniers jours dans le désert, avec Ewan McGregor, Kieran Hines, Ty Sheridan, Ayelet Zurer. C'est un film qui date de 2015. Sur Internet Movie Database, il est coté juste 5.4, mais personnellement, je crois que c'est un backslash de la part des catholiques américains qui sont toujours un peu touchés par rapport à quand tu touches à des versets de la Bible. C'est l'histoire justement de Jésus-Christ des derniers jours dans le désert. Ouais, c'est pas 40 correct, jours. là. C'est pas correct. Qu'est-ce que tu me dis? C'est l'histoire de Jésus-Christ, puis c'est Ewan McGregor qui joue Jésus. Oui, c'est Jésus. Ça veut dire qu'il joue le rôle d'Anakin. Oui, effectivement, si on, on peut faire la corrélation à ce niveau-là. Je suis découragé. Mais là, t'as 2 fans de Star Wars. Là, fait qu'on va tout le temps ramener tout à Star Wars. Surtout que The Last Day, il a été recoupé pour faire plusieurs fan trailers de Obi-Wan. De Obi-Wan, c'est ça. Je te dirais que ce film-là a permis de pousser par en avant la cause d'avoir une série Obi-Wan. C'est sur Internet, on voyait. C'est bon. J'ai vraiment aimé, personnellement, Kieran. C'est Kieran Hines. C'est Kieran Hines. Il est parfait. Il joue le rôle d'un père qui s'est installé dans le désert avec sa famille, son fils et sa femme. Donc. C'est Joseph? Non, c'est pas rapport. C'est juste du monde que Jésus, en sortant du désert, après son 40 jours dans le désert, il faut qu'il sorte du désert un jour, puis ben, il tombe sur cette famille-là en sortant du désert, puis c'est l'histoire de cette relation-là. Le diable, on le voit pas vraiment dans le même sens que dans le Last of Temptation of Christ, qui était quand même un film qui lui aussi portait sur les 40 jours dans le désert, et qui était il y avait une partie du film qui était oui, c'est ça. C'est un autre niveau. C'est la dernière tentation que Jésus a à vivre. Ben, c'est sur la croix, là? Oui, c'est ça. ça. La dernière tentation dans le film, c'est pas ça. C'est Marie-Madeleine. Mm-hmm. Je baisse avec Marie-Madeleine ou pas? Non, c'est pas ça. Oui. La dernière tentation, c'est est-ce que j'ai une vraie vie d'homme? C'est ça, la dernière tentation. Comme ça fait 25 ans que je l'ai pas vu ce film-là, je vais le regarder. Il n'y a pas longtemps. Oui, je le vois une fois par année, sinon plus. Ouais, moi aussi. C'est vraiment ça c'est ça sa tentation. C'est est-ce que tu ne veux plus être le fils de Dieu, je t'offre une vie d'humain.
c'est ça qu'ils acceptent. C'est ça dans le film. On Baiser, peut le voir de même. baiser, c'est juste un avantage que tous les humains ont quand ils le prennent, ou quand il y a quelqu'un qui leur offre la possibilité. Bonjour. Mais anyway, ce qui se passe dans le fond avec ce film-là, c'est que les images sont parfaites, c'est magnifique. Visuellement, c'est une poésie. Yoann est-tu bon dans le rôle de Jésus? Yoann, si tu réussis à te décrocher du fait que c'est pas Obi-Wan, effectivement, il est très bon. C'est un bon acteur, Ewan Oui, c'est un McGregor, à excellent tous les acteur. niveaux. Là. C'est une des critiques que les gens, quand je regarde les critiques sur Internet Movie Database, qui amènent ça à 5.4, c'est ce qu'ils reprochent. Il y a quelqu'un qui a dit Jésus, c'est pas un Jedi, tu sais, des affaires comme ça. Ah, mais Ça, c'est du monde qui sont pas capables de décrocher. Effectivement. Effectivement. Puis, si on est capable de justement passer outre ça, puis se rendre compte, parce que c'est vrai qu'avec la barbe et les cheveux longs, ça donne vraiment un bon boost. Ah, mais tant que ça, Jésus, c'est pas le Green Goblin, là, tu sais. C'est ça. Fait que moi, sérieusement, je le recommande. Mais c'est pas quelque chose, c'est écrit nulle part. C'est une interprétation de ce qui aurait pu se passer pendant qu'il sortait du désert. Ça n'a pas rapport à comme ils disent aux États-Unis, aux écritures. C'est une possibilité de ce qui pourrait se passer pendant que le personnage se retourne vers la civilisation, vers Jérusalem. En fait, entre le désert pur et dur et Jérusalem, il y a une petite famille qui est rencontrée. Moi, j'ai vraiment bien aimé ça. C'est une autre façon d'interpréter qui était ce personnage-là dans la vie de tous les jours. Marc-André, ton coup de cœur? Moi, mon coup de cœur, ça va être encore une autre trame sonore cette semaine. All right. Oui. On est surpris. Tellement. Mélomane que je suis, j'étais en train d'hésiter parce que je fais juste regarder écouter des trames sonores de classiques ou qui sont vraiment fortes. Là, Classique. Et celle un petit peu plus moderne, parce que le film a quand même en 10 ans, c'est la trame sonore de Tron Legacy, faite par Daft Punk. Ah, elle était vraiment bonne. C'est autant que tu as le côté électronique de Daft Punk, autant que tu reconnais le Daft Punk avec l'orchestre symphonique. Moi, j'ai écouté vraiment la version faite avec l'orchestre symphonique, là, pas les remixes et tout ça. Là. Pas la version qu'on a dans le film, la version qui est sortie par après. C'est ça. Ouais. Cette version-là où que tu vois vraiment que Daft Punk est un petit peu à un autre niveau dans l'électronique avec tout le côté classique, le côté une richesse dans les arrangements que tu n'as pas nécessairement dans d'autres DJ ou d'autres... Ou même d'autres compositeurs. D'autres compositeurs, parce que on nommera pas le nom, là, parce que... Hans Zimmer, moi je vais le dire. Zimmer. Félicitations pour ton Oscar. On n'aura pas d'autres. Il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres, ça c'est sûr. Mais tu vois vraiment que on sait que ça se passe dans un jeu vidéo. On sait que ça se passe dans un univers plus électronique. Et malgré ça, ils font pas du bruit, ils font pas de l'ambiance sonore, ils font vraiment de la musique. Ils font vraiment de quoi de rechercher. Et personnellement, là, c'est vraiment une coche en au-dessus. Là. Puis dans les dernières années, si on avait plus de trames sonores comme Daft Punk ont fait pour Tron Legacy. Mais c'était le film idéal pour ça. C'était le film idéal. Mais je veux dire, des trames sonores avec de l'électronique, ça peut se faire encore, même si c'est pas rapport à science-fiction. Je le sais, c'est pas ça que je voulais dire, mais tu sais, le son de Dress Dead, la chanson thème, la pièce thème de l'album, tu sais, t'as l'impression de voir les light cycles quand tu l'entends, là, tu sais, c'était vraiment un mariage parfait, puis pour amener justement que d'autres films normaux prennent ce genre de musique-là, c'était comme un tremplin Tron Legacy pour ça. Parce qu'on peut parler de musique de film électronique faite par des DJ qui peuvent être aussi intéressantes. David Guetta pourrait en faire. Là. David Guetta, Tiesto pourrait en faire. Mais Daft Punk, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont vraiment mis... C'est un masterpiece, selon moi, là, carrément. Comme plusieurs albums qu'ils ont fait. Sérieux, là, sur leurs 5 albums qu'ils ont fait, puis j'inclus la trame sonore de Tron Legacy, sur les 5 albums, il n'y en a aucun que je peux dire qui sont mauvais. Des fois, il y a certains albums de remix qu'on peut se poser quelques questions. Mais c'est pas l'album original. C'est pas l'album original. Tous les 5 albums originaux de Daft Punk, c'est à des... Avec des styles complètement différents à chaque album, quasiment. C'est des styles totalement différents, comme tu dis. Et le dernier qui était plus Motown,
plus Motown, mais aussi autant avec Giorgio Moroder Ah qui oui. sont allés rechercher Ah oui. le son électronique fin 70, début 80. Les autres. Mais c'est que tu as une richesse. Ils m'amènent l'électronique d'un autre niveau. Puis ils ont amené ce qu'on appelle la French. Je ne me rappelle plus c'est quoi le terme. Mais Le French Touch. la French Touch, que tu avais eu Air à l'époque, tu as eu David Guetta qui a continué là-dedans. Revenez ensemble, les gars de Daft Punk, OK? On vous veut! Si vous nous écoutez, on vous aimait beaucoup, beaucoup ensemble. Oui. Oh oui! Et, On veut vous voir à Disney en show pour l'ouverture de Tron. fait que c'était mon coup de cœur de la semaine. Je vais essayer de trouver la semaine prochaine autre chose qu'une trame sonore. Ben non, moi j'aime ça. C'est rafraîchissant. C'est le fun des trames sonores. D'un, je vais aller me chercher sur Spotify. Et de deux, je risque de me taper le film à soir. Fait que, Moi, je vais vous dire, je vais aller écouter en 3D. Wow. Moi, je vais me taper les 2 films de Tron. Un après l'autre. c'est exactement mon projet. C'était mon projet. Mais ça, On se commande en la parlant pizza. de la trame sonore de Tron, c'est une affaire que j'ai de la misère. Vas-y. Le film. Non, le deuxième, l'histoire, c'est pas ça. C'est en parlant de la trame sonore. J'aurais aimé ça qu'il certaines bouts. Le seul bémol, c'est qu'il aurait pu reprendre le thème. Plus souvent, le thème original de Tron de 82 dans leur trame sonore. D'un autre côté, s'il l'avait pris plus souvent, est-ce que ça aurait été. Je pense qu'on trop? l'entend une fois dans toute la trame sonore. On l'entend une fois, C'est mais. juste le c'est pas la pièce, là. Ouais. Ça aurait pu C'est être. juste l'intro de la pièce que tu entends. Il voulait peut-être pas être poursuivi pour plagiat. Mais au moins, dans le film, il y a du Journey encore. Fait. Oui. Parce que, oui, il y a Daft Punk dans Tron Legacy, mais il y a aussi Journey. En espérant que vous avez apprécié et que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas surtout de laisser un j'aime et de vous abonner à nos sites. Et on vous remercie d'avance. C'était Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et de Foxman. Et on vous dit À la au revoir. prochaine!